Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Après 3 mois d'absence pour des raisons personnelles, mais voici des retours sur vos écrans pour vous présenter votre émission sociopolitique et culturelle qui dit tout sur tout et qui reçoit tout le monde, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture. Venez participer donc Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Tac au Tac 2025, c'est parti. Le premier qui ouvre le bal, il s'agit du professeur Bilolo, avec qui nous allons passer en revue l'actualité de l'heure. Prof Bilolo, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Oui, merci, ça va bien. Ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de Tac au Tac. Ce n'est pas la première fois. C'est la 3e fois d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, vous êtes mon premier invité de l'année 2025. Parlez-nous un peu brièvement de vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Question de vous faire connaître. Oui, je suis directeur de l'Institut africain d'études prospectives, le centre à l'étranger qu'on appelle Centre Europe. Mais actuellement, depuis la mort de Monseigneur Tshibangou, je m'occupe aussi de la direction générale donc de l'INADEP ici à Kinshasa, donc à partir du Congo. Bien. Alors, vous êtes un citoyen congolais. Avec vous, nous allons parler de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo qui concerne tout le monde. Voilà. Alors, professeur, après l'accord de principe, la RDC et le Rwanda ont remis une ébauche de l'accord à Washington. Peut-on dire qu'on est parti pour une paix durable entre les deux pays et que l'Est de la République démocratique du Congo pourrait finalement respirer? Oui, nous saluons l'engagement du Rwanda de se retirer donc du territoire congolais. Mais est-ce que le Rwanda seul peut nous apporter la paix? Ça, c'est un peu problématique, parce que nous avons affaire à une guerre qui était initiée par les anglo-saxons à partir de l'Ouganda. Donc, je l'ai toujours dit, déjà en 92, je dis bien en 92, nous étions déjà informés que les armes étaient en cours pour l'Ouganda et que de l'Ouganda, on allait attaquer le Congo. Donc c'était le Congo, même les événements qui s'étaient passés au Rwanda, on peut les considérer comme étant des conséquences secondaires. Mais le but, c'était le Congo. Alors maintenant, avec le temps, parce que maintenant ça fait 30 ans, nous commençons à penser, nous commençons à oublier ceux qui sont derrière l'agression du Congo. Nous les oublions. Les tireurs de ficelles. Les tireurs de ficelles. Et ils tirent ces ficelles-là à partir... Ce sont les anglo-saxons. Les Américains, les Anglais, donc les Miropa, comme je les appelle, ce sont eux des tireurs de leçons. Pas de leçons, mais de ficelles. Maintenant, nous pensons que si les Rwandais se retiraient, nous aurons la paix. Non. Nous aurions fait un pas significatif vers le processus de paix. Donc la solution ne peut jamais être bilatérale. Si le Congo et le Rwanda ont déposé leur accord de principe, c'est quelque chose de bilatéral. Non, la solution doit être sous-régionale, c'est-à-dire l'Ouganda, le Soudan, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville,
la Zambie, la Tanzanie, le Burundi pourquoi et l'Angola doivent être intégrés là-dedans. Intégrés pourquoi? Dans ces C'est processus-là. le Rwanda qui nous agresse, hein? Oui, c'est le Rwanda qui nous... Non, non. Je dis ici, ce n'est pas le Rwanda seul. Ce n'est pas le Rwanda seul. Seul qui nous agresse. Il y a ouvertement aussi l'Ouganda qui est là-dedans. C'est l'Ouganda qui a livré les armes avec lesquelles le Rwanda a commencé à agresser le Congo. Et puis, en plus de cela, vous avez des terroristes indépendants. Des terroristes indépendants de l'Ouganda, d'ici et de là, qui sont en train de tuer les gens. Il y a plusieurs groupes armés. Hein, il y a plusieurs groupes armés, c'est pour cela que je dis, dans ces contextes où il y a plusieurs acteurs, un accord avec le Rwanda, qui dans l'entretemps occupe civilement, avec les civils, des postes à Goma, Bunagana, Bukavu, etc., de se retirer militairement, ce n'est pas se retirer. Donc, il y aurait vraiment de paix que si ces gens se retiraient aussi, les civils là, qui sont venus remplacer nos fonctionnaires, etc., qu'ils puissent aussi se retirer. Que l'ordre administratif installé par les agresseurs, que cet ordre aussi puisse prendre fin. Donc vous êtes pour ou contre? J'aimerais un peu comprendre si vous êtes pour ou contre cet accord. Je suis pour, mais à condition d'entendre ce pour comme un pas significatif. Bien sûr que c'est un pas significatif. Hein. Oui, mais qui ne va pas nous apporter la paix. Mais le chef de l'État a quand même obtenu ce qu'il voulait. Non, non, il n'a pas... Pour mettre fin à la guerre, discuter avec le Rwanda et non avec les pontins AFC M23. Oui, mais avait-il raison, non? Le postulat là est faux. Le postulat de dire que pour obtenir la paix, il faut seulement se mettre d'accord avec le Rwanda, le postulat. Parce que c'est le Rwanda qui est indexé, c'est le Rwanda qui est derrière. Oui, le Rwanda soutient les terroristes. Le Rwanda est sur notre sol. Mais c'est mieux de discuter avec celui qui soutient. C'est très bien, c'est ça que je dis. Oui. Mais ils sont nombreux ces gens-là. Donc l'Ouganda est là derrière. Qu'on ne se trompe pas, même on sent un peu la politique de Kenya qui est un peu ambiguë. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière et les conditions même qui sont posées, on ne sait pas vraiment si le Congo est gagnant dans ces conditions-là. Nous ne sommes pas ici pour disculper le Rwanda. Est-ce que le document, dans ce document, le Rwanda reconnaît-il explicitement qu'il a agressé le Congo et qu'il a commis le génocide au Congo depuis 30 ans? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que le Congo demande réparation de plus de 10 millions de morts? Bien sûr, ils ne vont pas revivre. On ne peut plus les ressusciter. Mais au moins que cette région sinistrée, que cette région soit dédommagée. Est-ce qu'on a exigé ça? Qu'est-ce que nous, Congolais, avons réellement exigé du Rwanda? Mais vous avez suivi quand même la dame des fers, hein, on l'appelle comme ça, depuis quelque temps, la ministre des Affaires étrangères. Elle doit quand même exiger des choses. Vous l'avez suivi plusieurs fois. Oui, mais nous voulons que le Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'elle nous dise ce qu'elle exige. Ce qui était exigé au Conseil de sécurité, ce sont des formules générales qu'on connaît, voilà, respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté du Congo, retrait des troupes armées, etc. Mais à côté des troupes armées, maintenant on a aussi des troupes non armées qui occupent maintenant des postes administratifs au Congo.
qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et à côté de cela, il y a aussi des positions ambiguës, comme la position de l'Ouganda. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et même les éléments, quelques éléments de l'accord qu'on a eu et qui scandalisent parfois surtout la population, par exemple la cogestion le parc de Virunga, et ainsi de suite, des minéraux, des gaz et des choses comme ça. Pourquoi la cogestion avec les Rwandais? Pourquoi? Pourquoi les Rwandais seuls? Or, si nous acceptons ce principe-là, l'Ouganda, le Soudan et la République centrafricaine, le Burundi, la Tanzanie, les 9 pays voisins vont poser les mêmes problèmes. Donc on doit partager nos ressources avec tout ce monde. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous devons maintenant les frontières du Congo. Le Congo appartient à tout le monde, tout le monde doit maintenant en profiter. Ça ne va pas. Donc on dirait que nous risquons d'ouvrir les tonneaux de Danaïde. Ou d'ouvrir une brèche qui risque de nous coûter cher dans l'avenir. Même la Belgique a dit de faire attention avec ces accords d'Ottawa comme Washington. Non, on doit faire attention. Il faut le dire aux gens, l'Amérique est derrière cette agression. L'Amérique est derrière. Je dis bien, quand je parle de 92, 93, 94, avec la Rouge, je l'ai toujours dit. Donc on s'est jeté dans la guerre du Nord. L'Amérique est derrière. Bien sûr, ces gens sont derrière la guerre. Les anglo-saxons sont derrière cette guerre. Les armes qui ont détruit et tué les Congolais. Puisqu'on se demande qui fournissent ces armes. Non, ce sont eux qui ont... À tous ces terroristes. Et qui les ont formés. Donc ce sont eux. Parce que la MONUSCO même avait confirmé que non, le M23 avait des armes sophistiquées. Nous n'allons pas vraiment accepter de donner des cadeaux aux gens parce qu'ils nous ont fait les chantages. Quand nous disons par-delà nos corps, la nouvelle colonisation, cela signifie qu'ils tuent tous les Congolais sur la planète. Comme ça, ils peuvent prendre ce pays. Mais vous ne pouvez pas donner le Congo gratuitement. Quelqu'un vient tuer vos enfants. Vous dites, qu'est-ce que vous voulez? Ne tuez plus mes enfants, ne violez plus mes enfants. Et nos filles et autres, nos mères. Selon vous, on est en train de dédouaner le Rwanda, donc il y aura cet accord de principe. Pour moi, on est en train de dédouaner le Rwanda parce que je ne vois pas les conditions que le Congo a posées. Quelles sont les conditions que le Congo a posées? Est-ce qu'on parle de la réparation? On parle de la condamnation? On parle de la reconnaissance du génocide là-dedans. On parle de quoi? Le gouvernement doit rendre compte à la population. Le gouvernement, oui, ils doivent rendre compte à la population. Je dis bien, les efforts sont louables. La condition donc de rencontrer un des acteurs, donc pas des acteurs, mais un des auteurs de la mort du génocide congolais, c'est très important. Maintenant, on doit lui poser donc nos conditions. Ouais. Certains Congolais interprètent cette déclaration de principe comme une capitulation congolaise. Mais que devrait faire Kinshasa, selon vous, faire la guerre sans moyens? C'est que les concessions que nous sommes en train de faire, ce n'est pas la première fois que nous le faisons. Je me rappelle sous Kabila, on a déjà fait ces concessions-là plus de 2 fois. Et même la tension entre Kamere et Kabila, c'était dû au fait que Kabila avait accepté que les soldats rwandais viennent au Congo pour poursuivre les autres, ainsi de suite. Oui. Donc, c'est la même... Et ça nous a apporté la paix, ça ne nous a pas apporté la paix. Ce qui peut nous apporter la paix, c'est la guerre.
Vous voulez qu'on fasse la guerre? Nous devons Mais faire... avec quels moyens notre ami... Ça ne notre fait ami rien, même si cette fait. guerre, Kabila, Laurent Désiré Kabila, Mzee, avait dit, la guerre va durer. Nous sommes dans cette durée-là. Nous ne pouvons pas Non, vous n'êtes avoir... pas pour la diplomatie, quand même, le chef de l'État... Je suis pour la diplomatie. Je suis pour la diplomatie. Elle est agissante quand même, cette à diplomatie. condition... Non, non, elle n'est pas agissante. La diplomatie n'est agissante que si sur le terrain, vos soldats sont au front. Si les soldats congolais étaient au front, si les soldats congolais étaient à Gisenyi ou dans quelques quartiers de Kigali, en ce moment-là, la diplomatie que mène Madame la ministre des Affaires étrangères allait porter ses fruits. Mais dans cette situation de capitulation, où l'on a égorgé mon peuple, où on a égorgé, où on égorge toujours les gens à Goma, Les combats... Bunagana, nous n'en parlons même pas, Bukavu, pensons-nous qu'ils sont morts pour rien et qu'on va seulement dire cessez de tuer, on va vous donner l'accès à nos minéraux, etc. On va gérer, laisser les gens en paix et que les autres vont laisser en paix. Si nous nous retirons dans ces conditions, presque les conditions de capitulation, je voudrais voir mon armée devant les frontières. Je voudrais voir l'armée congolaise au Rwanda. C'est en ce moment-là qu'on parlerait de guerre. Pour le moment, il n'y a pas de guerre. Pour le moment, il n'y a pas de guerre. Nous sommes agressés, mais il n'y a pas de guerre. Nous devons faire la guerre, préparer nos enfants, même si cela va durer 100 ans. Nous devons nous battre et défendre ce pays, chaque mètre carré de ce pays. Nous devons nous battre. Nous ne ferons cadeau à personne. Pour l'instant, Goma et Bukavu, toujours occupés. Toujours occupés. Et par les terroristes. Hein, qui font même la loi là-bas, sans qu'une bombe tombe. On aurait même appris que les FARDC ne combattent plus. Ce sont les Wazalendo qui sont sur terrain. Oui, mais parce que les conditions, dans des conditions pareilles, c'est difficile. Je ne crois pas, parce que les gens disent, oh, l'armée est corrompue, tout le monde est corrompu, les généraux ou les officiers seraient achetés. Je ne pense pas. Il y a même certains généraux qui ont fui. Parmi nos soldats là, de cette armée, il y a de vrais Kalala, de par leur naissance. Il y a de vrais Chumankinda, donc les héros de guerre, de par leur naissance et non par ordonnance. Ces gens-là sont capables de lever l'affront. Ces gens-là sont capables de faire pleurer les Rwandais. Mais ça fait 30 ans. Ça ne fait rien. Il n'y a toujours pas de solution. Il ne faut pas devenir impatient, sinon nous allons commettre tous une erreur. On nous a déclaré la guerre. Ils sont venus nous attaquer. Nous allons nous préparer pour la riposte. Et il n'y a pas. Nous devons éradiquer. Nous devons détruire. La source du mal doit être anéantie. C'est ma position. C'est la position des Israéliens, la position des Américains. Aller tenter d'agresser un village quelconque aux États-Unis, vous verrez quelle diplomatie va parler. L'Amérique va mettre tout en marche. Vous vous rappelez même qu'à cause de l'avion qui était tombé, l'Amérique a failli tuer Kadhafi dans son palais. Ils sont venus bombarder. Malheureusement, non, pas malheureusement. Les Américains disent ça. Oui, ils ont tué les fils de Kadhafi. Parce que les gens oublient les histoires. Avant de tuer Kadhafi, on avait tué son fils par Reagan. Je crois que c'était au temps du président Reagan. C'est comme ça que l'Europe réagit. Quand il y a le terrorisme dans un pays, on prend la décision d'anéantir
c'est terrorisme. Mais si ce sont les terroristes, le chef de l'État avait dit qu'il n'allait jamais négocier avec les terroristes, tout ça. Mais on a vu à Doha, là-bas, le gouvernement a discuté avec l'AFC M23. Cette versatilité, là, jamais, je ne peux pas. Et puis après, vous allez... ça, on appelle ça... Ça décourage un peu, non? Non, c'est le jeu diplomatique. C'est le jeu diplomatique. Le jeu diplomatique, vous devez toujours montrer la bonne foi. Donc, faire preuve de cela. Mais la diplomatie l'a exigé. J'avais cité ça dans un article une fois. Les décisions que prenne le Conseil de sécurité n'excluent pas le pays d'user de son droit de légitime défense, c'est-à-dire le droit de riposte. Toutes ces conditions-là, toutes ces déclarations-là, ne vous libèrent pas de votre devoir de défendre le pays et d'utiliser tous les moyens pour défendre le pays jusqu'à ce que les conseils de sécurité, d'ailleurs ils ont même dit que leurs décisions prennent beaucoup de temps. Donc pendant qu'on tue votre peuple, vous ne pouvez pas attendre que les conseils de sécurité puissent discuter. Non. Le Conseil de sécurité vient appuyer un pays qui est en train de se défendre. Oui. Est-ce que le Congo est en train de défendre Goma aujourd'hui? Est-ce que nous sommes en train de défendre Bunagana? L'aéroport est toujours fermé. Et Bukavu? Non. Et là, j'interpelle les autorités. Je ne sais pas qui les conseille. Ce qui est en train de se faire n'est pas normal. Nous devons défendre le Congo. C'est en défendant le Congo que la politique donc, de la diplomatie de Madame la ministre des Affaires étrangères peut porter ses fruits. Mais dans l'absence de riposte, il n'y aura rien. Eh bien, lorsque la déclaration de principe protège la souveraineté de la République démocratique du Congo, pourquoi parle-t-on du bradage des ressources naturelles congolaises? Oui, parce qu'à côté de ce qu'on appelle... de parler de la projection... Il y a une contradiction là-dedans. Oui. Ils disent la souveraineté, dans l'entretemps, demande au Congo de mettre le gaz, on n'a pas cité le gaz, on avait l'énergie, de traiter le problème donc, de l'énergie ensemble, l'environnement, donc les parcs par exemple, gérer ça ensemble. En les disant, on songe toujours au Rwanda qui, depuis toujours... Est-ce qu'on est redevable au Rwanda? Est-ce qu'on est obligé de partager nos ressources avec le Rwanda? Nous ne sommes pas... Le Rwanda, on ne comprend toujours pas ces rebelles M23. C'est quoi leur souci? Nous ne sommes pas redevables au Rwanda. Avant, c'était une guerre de terre. Oh non, c'est une guerre économique, une guerre de minéraux. Mais non, là, c'est quoi? Une guerre de comment? Les Rwandais doivent payer les frais de réparation de dégâts causés au Congo. Plus de 10 millions de morts, nous n'allons pas les oublier. Et aucun président n'est habilité à passer l'éponge sur le génocide congolais. Peut-être que cet accord va changer. Sur nos morts. S'il y a un autre président, peut-être que l'autre président, le président qui viendra peut-être après Fachi ne sera pas d'accord avec cet accord de principe. Oui, mais nous sommes en train de créer un peu de problème. Nous sommes en train de nous lier avec les Américains, oui, qui sont plus forts que nous. Donc, ceux-là peuvent réellement nous gifler. Dire, toi, tu es contre, on te tue. Mais nous devons aussi former notre peuple de telle sorte que la pensée devienne une école. Vous tuez Tshisekedi, celui qui viendra après Tshisekedi, pire que lui, donc plus radical que Tshisekedi. Vous tuez celui qui va suivre Tshisekedi, celui qui viendra plus pire que celui qu'on avait tué. C'est ça qui va amener les délinquants là qui nous agressent à dire non, c'est dangereux, celui-là au moins on le connaît, il est mitigé, il est ceci.
Mais nous ne pouvons pas avoir peur quand on est en guerre. On doit braver la peur. Oui, les présidents et les commandants suprêmes des forces armées. Donc, le commandant se met devant le front. Quand il tombe, celui qui est derrière lui prend l'histoire. Mais ce n'est pas ce qui se passe maintenant, hein, vous le savez. Mais ça demande la formation. C'est un peu faible. Hein. Ça demande la formation. Nous ne sommes pas faibles. Je vous dis, nous ne sommes pas faibles. Le Congo n'est pas faible. Nous avons des officiers. Ce sont nos dirigeants qui ne veulent pas le développement de ces pays, qui sont peut-être faibles. Hein. Les pays, ils sont en train de brader nos minéraux. Les pays est dans les mains de pasteurs. Or, nous n'avons pas choisi. Nous n'avons pas choisi des pasteurs à la tête de ces pays. Un pasteur à la tête nous de ces pays. Nous n'avons pas choisi des pasteurs. Mais vous parlez de qui? Non, je dis des pasteurs au pluriel. Ah. Nous n'avons pas choisi des pasteurs. Nous avons choisi des ministres, des généraux, des commandants pour défendre ces pays et les intérêts de ces pays et exclusivement les intérêts du Congo. Ce n'est qu'après avoir protégé et défendu les intérêts du Congo que nous défendons aussi les intérêts de l'Afrique. C'est notre raison d'être, notre raison d'avoir un État, d'avoir un gouvernement, d'avoir un président, c'est d'avoir quelqu'un qui défend absolument jusqu'au prix du sang, comme il le disait lui-même, le pays. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que Fachi a accepté d'aller aux États-Unis, a accepté cet accord des principes de paix avec le Rwanda pour protéger son pouvoir, ses intérêts en fait. Et non, ce n'est pas pour le pays. Non, il faut savoir que... Surtout du côté de l'opposition, hein, l'opposition qui n'est pas du tout d'accord avec cet accord. On veut engager le Congo sur 100 ans. Sur 100 ans. C'est pour cela que vous n'allez pas me dire qu'il engage le Congo sur 100 ans pour protéger son pouvoir. Son pouvoir n'est pas menacé. Son pouvoir a été menacé par Nanga. Non, Nanga ne menace pas le pouvoir de... on dit que le président a peut-être peur. Non. C'est ce que les opposants disent. Hein. Il est prêt à tout au nom de la paix et même brader nos ressources naturelles. Personnellement, j'ai confiance, vous savez. Personnellement, vous avez confiance à Félix Tshisekedi? Oui. Non, et aux Congolais. Mais certains disent qu'ils ne respectent pas. Congolais, oui. Il y a une fois où j'avais désespéré. Oui. C'est quand on m'envoyait les messages, quand le Rwandais avançait sur Yinga. Le peuple, d'abord Matadi et puis Yinga. Le peuple envoyait des SMS. Moi, je dis, c'est tout, le pays est parti. Quand on a même dit, voilà, ils viennent de dépasser Banzangungu, etc. Mais les enfants de Kinshasa ici, que vous appelez les Kuluna, les Cécis, les bandits, les délinquants, etc., ces gens-là ont défendu. D'ailleurs, ils avaient défendu presque pendant 2 heures la ville avant que l'armée, les hélicoptères d'Mz puissent se mettre en marche. Donc, ce peuple est capable de se défendre. C'est une histoire qui se répète, hein, parce qu'il y a eu aussi la population a marché, hein, au mois de janvier, après la chute de Goma et de Bukavu, la population quand même a marché partout à travers toutes les provinces. Hein. Oui. Et le regard du monde était vraiment... C'est ça même la victoire diplomatique par excellence. C'était cette marche-là. Oui. Toutes les télévisions en ont parlé. Oui. Le Congo était à la une. On a vu comment les ambassades brûlaient. C'est pour cela que le Congo était devenu aussi à la une au Conseil de sécurité. Oui. Donc, si la ministre des Affaires étrangères avait parlé sans cette réaction-là et ces images-là, derrière de la population, derrière, on n'aurait même pas pris notice de tout cela. Donc,
Il faut faire confiance au peuple, même à Goma ou à Bukavu. Le peuple se défend. Le peuple est debout. Je ne sais pas pourquoi, au niveau de l'armée, on organise. Pourquoi est-ce qu'on forme les commandos? Les commandos sont des gens qui peuvent entrer dans la ville, les mains vides, et organiser la défense d'une ville. Alors qu'ils sont entrés dans cette ville-là, les mains vides. C'est ça qu'on appelle commando. Donc ce sont des gens qui peuvent arracher le cœur de l'ennemi sans tirer donc les armes. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, nous n'avons pas ces gens qui font preuve de leur formation comme antiterroristes, commandos antiterroristes, sur le terrain à Goma et sur le terrain à Bukavu? Il y en a, malgré tout ce qu'on dit là, on connaît ceci, nous avons des soldats, il faut faire appel à eux. Il y a aussi infiltration, hein? Ça ne joue aucun rôle. Partout. L'infiltration, nos institutions, ce sont ces infiltrés-là qu'il faut envoyer au front. Ils sont sur la première ligne. On va voir comment ils vont reculer. Parce que le bataillon qui vient derrière, c'est pour les abattre, dans les cas où il est reculé. Est-ce que vous croyez, professeur, est-ce que vous croyez aux USA à aider la République démocratique du Congo? Personnellement, j'ai un ami, Freddy Mulumba, qui lui est convaincu que Trump va aider, mais personnellement, peut-être je suis influencé. Il faut savoir aussi qu'il n'y a que des intérêts qui comptent. Oui, il n'y a que des intérêts qui comptent, et puis je suis aussi influencé par les Occidentaux de l'autre côté. Trump est un peu incalculable. Dès qu'il aura la signature, il peut se tourner contre nous, y compris contre notre président. C'est pour cela l'association de ces histoires avec le Rwanda est ambiguë. Il faut exclure, je dis bien, les noms même de Rwanda ne devraient pas venir dans les deals qui est en préparation. Il ne faut pas laver les vols pour que le Rwanda puisse voler ouvertement. Puisqu'on puisse dire, voilà, ça vient, ça a été vendu. Est-ce que le Rwanda a le droit d'exiger quoi que ce soit à la RDC? Pour moi, le Rwanda... Même si ces pays existaient au XVIIIe siècle. Non, au XVIIIe siècle, le Rwanda n'existait pas. Mais la RDC existait. Même, oui, la RDC existe depuis le XIVe siècle. Donc, le Rwanda n'existait pas. Donc cette guerre n'a pas son droit d'être. Non, au fond, quand je dis le Rwanda n'existait pas, pas même comme village ou comme sous-royaume, dans le grand royaume de Mwanamwezi, ou la confédération de Mwanamwezi, ou Maïmaï comme on l'appelle, vous ne trouverez pas le nom Rwanda. Tout ce pays-là est occupé, nous avons des noms, nous avons des villes qu'on reconnaît, mais il n'y a pas des noms que vous avez, que les Belges ont. Mais pourquoi nous faire la guerre aujourd'hui? Vous avez raison de dire que ce sont des Américains, je ne sais pas, la communauté internationale est derrière tout ça et c'est trop compliqué. La guerre est une erreur. Je vous ai dit, bien sûr, on leur a donné les armes. C'est pourquoi même le président burkinabé, là, Ibrahim Traoré, je ne sais pas, vous avez suivi dernièrement une marche de soutien au président burkinabé, il a un peu tenu tête aux Américains, aux États-Unis. Voilà, il refuse cette colonisation qui a changé des formes. Le peuple africain doit se réveiller. Doit se réveiller, et pour se réveiller, le peuple doit être prêt à Il est vraiment apprécié, il est soutenu, ce président. Je le sais, je dis même... Un capitaine en plus. Oui, même au Congo, ici, on le soutient. On dit même qu'il réincarne Lumumba. Oui, c'est la réincarnation de Lumumba, de Thomas Sankara. Vous savez, un commandant se met devant jusqu'à ce qu'il tombe. Seule la balle peut l'éliminer du champ de bataille.
Être commandant, c'est se décider de mourir debout. Vous avez vu des films des Romains, de ceci, de cela. Vous voyez la position de celui qui mène le combat. Il est devant. Nous devons nous battre. Je dis bien, le Congo doit se battre. Sinon... Avec un pays autrefois fictif qui n'existait même pas. Les pays là, je ne sais même pas si c'est la guerre. Il y a d'ailleurs les gens qui soutiennent d'autres thèses, qui prétendent que ce sont nos riches du Congo ici, qui sont aussi en partie derrière. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter les conditions que Trump a posées? Déjà, il semblerait qu'ils ont envoyé une liste de ceux qui détournent les fonds publics pour la corruption, etc., et qu'on doit les arrêter. Est-ce que ces gens-là vont se soumettre, ou bien vont-ils créer encore d'autres rébellions? Les Américains nous ont posé des conditions, la bonne gouvernance, la création donc de l'atmosphère favorable aux investissements. Apparemment, les Congolais ne prennent pas au sérieux ces conditions-là. Cela veut dire... La bonne gouvernance. Hein. La bonne gouvernance. Cela veut dire tolérance zéro pour ceux qui détournent. La corruption, tout ça, les détournements. Tolérance... vous avez suivi même la sortie médiatique de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, aujourd'hui député national, qui a confirmé que c'était un régime de jouisseurs. Le régime Fachi. Oui, mais donc, la jouissance d'abord et le peuple après. Pas seulement le régime de Fachi, nos régimes depuis toujours, on voit que le jouisseur l'emporte. Parce que quand les gens parlent, ils parlent comme si nous étions... Ça a commencé aujourd'hui. Même quand nous parlons de 10 millions de morts. Mais pourquoi rien ne change? Parce qu'il y a impunité. C'est parce qu'il y a impunité. Oui. Il y a impunité. La justice ne fait pas bien son travail. Nous demandons au président, la justice n'existe que si le commandant, pas celui qui est le commandant. Le dernier mot appartient au président de la République, qu'il tape sur les tables, la table. On parle toujours de l'entourage du président de la République. Il est mal entouré. Il n'y a jamais eu si on pendait il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Si on pendait 300 détourneurs nationaux, pendre devant le palais du peuple. Pas quelque part en prison où on attend seulement les histoires. Non, pas en cachette. Devant le palais du peuple. Étrangers et nationaux. Tous qui font des crimes économiques, si on les pendait. Si on pendait quelques gens qui font les désordres sur les routes ici, nous aurons l'ordre. Ça ne demande prendre des mesures impopulaires. Oui, il faut prendre des mesures impopulaires. Oui. Ça ne demande pas des milliards. Ça ne demande rien. Ça demande seulement de renoncer au ciel de Jésus-Christ pour sauver le Congo. De renoncer au ciel. Il faut renoncer aux pasteurs et à tout ce monde-là. Il faut le divorce politique entre le commandant suprême et ces gens-là. Le président de la République n'a pas d'amis. Hein? Il a un pays, plus de 100 millions de vies humaines à diriger. Oui. Il a dans ses mains l'avenir. Peut-être que Fachi est trop sentimental, non, il ne peut pas se le permettre parce qu'il est déjà président de la République. Donc, il doit frapper fort le gouvernement qui vient. On doit voir les têtes rouler. Donc, il faut vraiment la tolérance zéro. Le gouvernement de l'Union nationale, on n'en parle même plus. Non, l'Union nationale. Et puis avec ces pactes sociaux de l'Église catholique et cette démarche, comment vous trouvez tout ça, ce sont des thèmes... La crise est interne aussi. Pourquoi les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble? Oui, mais dernièrement, Fayoulou, Fachi, Kabila ont signé un accord là. La crise est interne, mais interne, c'est au niveau des individus. Oui. Je ne crois pas qu'on a des millions de Congolais qui
qui sont là derrière, qui disent nous sommes contre ceci ou pour cela. Jusque-là, nous avons des individus. Les Fayoulou parlent comme individus. Devient ministre ou quoi, problème wana ici, nous commençons à les critiquer comme tout le monde. Donc, ces gens-là ne présentent pas la masse populaire. On ne peut pas comparer ça avec le mouvement d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est différent. Donc, maintenant, on a affaire à des individus. Quand les amis, comme j'avais appris, quelqu'un blaguait en disant Nanga, Philadelphie, Fayoulou, Philadelphie, président Philadelphie, c'est Dirkab Philadelphie. Et ces clubs-là, quand ces clubs-là se réunissent, ce n'est pas l'Union nationale. Et il ne faut pas vraiment changer de concept. Ce n'est pas l'Union nationale. L'Union nationale, c'est quand il y a des tensions entre peuples. Oui. Mais il n'y a pas ces tensions-là entre les peuples congolais. Alors, dernière question. Oui. Nous chutons déjà, nous sommes arrivés à la fin. Hein. Il y avait tellement de choses à dire, vu que c'est la première émission de 2025. Hein, la régie, comprenez-moi un peu. Alors, journée de travail, selon vous, est-ce que cette journée, nous avons célébré dernièrement, mérite-t-elle d'être célébrée en RDC? Est-ce que les travailleurs ont un salaire digne avec tout ce qui se passe, hein. La crise économique, tout ça, stabilité, même le ministre des Finances, l'actuel ministre des Finances qui vante stabilité du taux d'échange, tout ça, voilà. Oui, la journée de travail mérite qu'on le fête, mais comprendre ce que cette journée signifie. C'est les journées de combat, les combats que les syndicats dans le monde ont mené pour arriver à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Au Congo, on en a besoin, mais à condition qu'on comprenne le sens là. Parce que le système qu'on a hérité... On va célébrer avec quel salaire? Non, on nous a clochardisés. Au fond, tout le monde travaille, les Congolais, mal rémunérés. Pas seulement les Congolais, les Africains sont devenus esclaves sur leur propre sol. Pour arriver au boulot, c'est la famille qui doit vous aider à payer votre propre transport parce que le salaire ne suffit pas pour payer ce transport. Vous êtes professeur, les professeurs, voilà. Les médecins, les militaires, les policiers ne sont pas bien rémunérés. Oui, nous devons, pas seulement cela, parce que nous avons... Le partage de ressources pose problème. Hein? Les institutions, les Européens... Les dirigeants gagnent beaucoup d'argent, mais les dirigés souffrent. Les Européens sont en train de nous esclavagiser sans que nous ne remarquions. J'avais une fille, donc ma nièce, qui était chez Schengen. Elle m'a dit qu'elle gagnait 180 $. Chez Schengen, là où l'on peut gagner 4000 $. Nous allons finir. Oui, nous devons avoir le même salaire que ce qu'ils payent là. Si quelqu'un travaille à l'ambassade des États-Unis, il reçoit les salaires qu'on donne aux Américains. S'il est chez les Belges, les salaires qu'on donne aux Belges. Et les Indiens, les Chinois ici. Non, nous ne pouvons pas accepter. Si quelqu'un veut s'installer au Congo, salaire minimum... Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à nos dirigeants. Salaire minimum, c'est pour cela... C'est à nos dirigeants d'imposer. C'est pour cela que nous leur disons cela. Salaire minimum dans les ambassades, dans les organismes internationaux et chez les étrangers, les Libanais, les Indiens et tout ça, même s'ils changeaient la nationalité, devenaient Congolais, salaire minimum 2000 $. Quelqu'un qui travaille doit être à même de prendre un crédit pour se construire une maison, de prendre un crédit pour acheter une nouvelle voiture. La plupart des Congolais sont locataires. Quiconque travaille doit avoir les mêmes conditions de vie qu'en Europe ou en Amérique. Ou en Amérique. Pour le même boulot. Saluez-vous les efforts d'Eli Koundé, stabilité du taux d'échange? Ça va quand même, hein? Oui, nous saluons cela, mais nous voudrions aussi que le décaissement puisse fonctionner, parce qu'on ne le dit pas assez. Nous sommes déjà pratiquement au milieu de l'année. Le décaissement pour le fonctionnement des ministères,
des établissements publics et tout ça, ces décaissements-là restent encore problématiques. Nous ne voudrions pas assister qu'à la fin de l'année, l'argent là s'est volatilisé. Nous n'avons rien eu, les gens n'ont rien eu, mais l'argent n'existe plus. Maintenant, il nous faut voter de nouveau un autre budget. Là, les gouvernements devraient se pencher sur le problème de décaissement. 7 ans après, comment trouvez-vous la gestion, d'une manière générale, de Félix Tshisekedi et de l'actuel gouverneur Bumba? Des gouverneurs de la ville Bumba. Il a même lancé la démolition des marchés pirates. Hein? Oui, j'ai vu, pas seulement des marchés pirates, j'ai vu qu'ils ont détruit du côté de des constructions anarchiques, tout ça. Des constructions anarchiques, qu'ils des inondations. Qu'ils continuent sur cette voie-là, parce que Kinshasa risque de... Et avec les embouteillages et Kinshasa, non, est-ce qu'on peut parler des embouteillages? Il nous faut trouver un autre terme. Donc vous ne pouvez rien faire. L'autre avant-hier, le lundi ici, j'ai rencontré un véhicule là, de la présidence, protocole de la présidence, dans les bouchons. Alors je l'ai regardé, j'ai dit, vous allez rester ici jusqu'à 16h ou 17h. Bon, ça c'est la gestion de Fathi. Hein, non, ce n'est pas... C'est lui, le garant de la nation, c'est lui qui gère, c'est son mandat. Mais il n'est pas responsable de la ville de Kinshasa. Ça, je l'ai toujours dit. Le président de la République, même tous les gouvernements nationaux, n'est pas responsable de la ville. La ville est responsable d'elle-même. Elle peut seulement demander les subventions du gouvernement central, mais la gestion de cette ville, c'est au gouverneur Bumba. Il doit décentraliser la ville, donner l'autonomie et le pouvoir au bourgmestre des différentes communes, et non centralisé. Kinshasa est trop centralisé. Il faut qu'il y ait la concurrence entre les communes. Concurrence aussi au niveau de la gestion. Mais avec Fathi, ça va. Il gère bien sa gestion. Trop de détournements quand même. Bon, ça sera tout. Ça, je n'ai pas dit. Là, vous n'avez pas dit parce que vous êtes proche de Félix Tshisekedi. Non, l'héritage, ça c'est l'héritage du système. On a hérité un système. Personnellement, j'aurais aimé... Mais il avait dit qu'il allait déboulonner le système. Oui, hein? mais... Il n'arrive toujours pas à déboulonner. Non, c'est parce qu'on lui donne des faux conseils. Il faut renouveler complètement l'administration. Ça ne va pas coûter cher à l'État, contrairement à ce que les gens croient. Il doit renouveler la totalité, j'exagère un peu, mais la totalité de l'administration publique doit être renouvelée ou tout au moins permutée. On permette les gens dans des régions... Et il faut aussi sanctionner. Hein? Il y a un changement de mentalité effectivement, aussi. sanctionner, ça c'est important. Parce que nous sommes un peuple indiscipliné, c'est pas bon, voilà. Il ne faut pas voler, il faut pas voler le bien de l'État, ce n'est pas correct. Alors, un mot de la fin et on se dit au revoir, prof Bilolo. Non, le mot de la fin est que nous puissions fixer les regards sur la dépense de Goma, la défense de Bukavu, de Bunagana, etc. Et que dans les pourparlers qui sont en train de se faire, il faudrait donner beaucoup de place au peuple. Prévoir pas seulement la ratification par le Parlement, parce que le Parlement n'est pas encore vraiment actif dans tout cela, mais aussi prévoir même un article pour qu'il y ait un référendum. Quand vous engagez pour longtemps l'avenir d'un peuple, vous devez l'interpeller et un référendum populaire s'impose avant la ratification. Ça sera tout, professeur Bilolo. En tout cas, merci d'être venu. Ouais, Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.